Alors, ce que je veux montrer donc, c'est une série, je veux mettre le doigt sur une série de mécanismes qui font que la télévision cache. La télévision cache tout en montrant. Et en un sens, plus elle montre, plus elle cache. Plus elle dévoile, plus elle voile. Alors, bon, j'ai l'air encore de jouer au paradoxe, mais prenons le plus facile. Bon, je vais aller constamment du plus facile, du presque conscient, jusqu'au, je crois, le plus difficile et le plus inconscient. Les faits divers. Bon, on pourrait dire, pour faire un jeu de mots, les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. Ça, je le dirai au moins 20 fois au cours de mon exposé. La rareté, la denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon. Penser qu'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, ça veut dire que ces choses si futiles, en fait, sont très importantes dans la mesure où elles cachent les choses précieuses, elles cachent les choses importantes. Or, si elle fait ce que je dis, c'est-à-dire si par exemple en mettant en tête des faits divers, or vous pouvez vérifier, prenez France Info, dans 5 minutes, on peut faire la vérification, on va commencer par un fait divers, bon, et de plus en plus, et puis quand ce n'est pas la page sportive, etc. Bon, en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. La télévision a cette propriété qu'elle montre, bon. Mais on peut paradoxalement cacher en montrant. Bon, alors maintenant, évidemment, en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer, bon, si on faisait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire informer, mais on peut aussi cacher en montrant ce qu'il faut montrer, mais en le montrant de telle manière qu'on ne le montre pas, en montrant de telle manière qu'on le décompose, ou on le déconstruit, on le rend insignifiant, ou au contraire qu'on le construit de telle manière qu'il prend un sens qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, principe de sélection. Le principe de sélection, c'est le sensationnel. C'est donc ce qui est sensible, immédiat, mais alors c'est encore trop vague. Le sensationnel, c'est aussi le spectaculaire. On est dans une logique du spectacle, on filme, etc. Donc il est normal qu'on filme des choses spectaculaires. La télévision appelle en quelque sorte du spectaculaire, du sensationnel, elle appelle à la dramatisation, elle appelle à la vision dramatique. Et un des problèmes étant d'avoir l'ouverture du journal. Il va y avoir une compétition entre les journalistes pour avoir l'ouverture, une compétition entre les journaux pour avoir la meilleure ouverture, etc. Et tout ça va porter à la dramatisation. Donc, les journalistes, grosso modo, s'intéressent à l'exceptionnel pour eux. Bon, ce qui peut être ultra banal pour d'autres, pour être extraordinaire pour eux, grosso modo, donc, ils s'intéressent à l'extraordinaire. Là, je crois que c'est pour résumer ce que j'ai à dire, l'extraordinaire, en mettant tiré entre les deux mots, l'extraordinaire, bon, c'est-à-dire ce qui est extérieur à l'ordinaire, ce qui rompt avec la routine ordinaire. Et l'extraordinaire, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas quotidien, ce qu'on ne voit pas tous les jours. Alors c'est bizarre, les quotidiens doivent parler de ce qui n'est pas quotidien. Alors c'est un problème. Et ils doivent parler quotidiennement de l'extra-quotidien. Cette image a cette force exceptionnelle qu'elle peut produire ce que les critiques littéraires appellent un effet de réel. Elle peut faire croire, elle peut faire voir et faire croire à ce qu'elle veut faire, à ce qu'elle fait voir. Et cette sorte de puissance d'évocation a des effets de mobilisation. Elle peut faire exister pas seulement des idées, pas seulement des images, des représentations, elle peut faire exister des groupes. La télévision qui prétend enregistrer, enfin, qui prétend être to record, enfin, comme on dit, d'être un instrument d'enregistrement, bon, devient un instrument de création, de réalité. Bon, elle fait voir, elle fait croire, et alors, ça conduit à des choses extrêmement importantes. On va de plus en plus vers des univers où le monde social bon, est décrit, prescrit par la télévision. La télévision devient en quelque sorte l'arbitre de l'accès à l'existence voilà, sociale et politique. C'est un des gros problèmes de la politique, c'est de savoir comment
imposer des principes de vision du monde, toujours les fameuses catégories, imposer des lunettes telles que les gens voient le monde selon certaines divisions. Ils disent ce qui est important, c'est l'opposition entre les jeunes et les vieux, ou les étrangers et les Français, etc. Bon, cette opposition, ces principes d'opposition, on les impose et on fait des groupes. C'est ça l'enjeu. Et ces groupes se mobilisent et font convaincre de leur existence, font pression, font reculer le gouvernement, comme on dit, etc. Bon. L'audimat, c'est le dieu caché de cet univers, c'est ce qui règne sur les consciences, et perdre un point d'audimat, dans certains cas, c'est la mort. Par exemple, dans un livre de Alain Accardo, où il présente un certain nombre d'entretiens avec des journalistes, et il montre comment les journalistes de télévision sont amenés, parce que tel médium, telle télévision concurrente a couvert une inondation, à aller couvrir l'inondation, en essayant d'avoir quelque chose que l'autre n'a pas eu. Enfin bref, il y a des objets, les innovations, les incendies, les catastrophes, etc., bon, qui sont imposés aux téléspectateurs parce qu'ils s'imposent aux producteurs, et ils s'imposent aux producteurs parce qu'ils sont imposés aux producteurs par la concurrence avec d'autres producteurs, etc. Cette sorte de pression croisée que les journalistes font peser les uns sur les autres, donc, est génératrice de toute une série de conséquences qui se retraduisent par des choix, par des absences, par des présences, etc. Il est vrai qu'il y a un lien entre la pensée et le temps. Et je pense qu'un des problèmes philosophiques majeurs que pose la télévision, c'est le problème des rapports entre la pensée et la vitesse. Est-ce que on peut penser dans la vitesse? Est-ce que la télévision, en donnant la parole à des penseurs qui sont censés penser à vitesse accélérée, ne se condamne pas à avoir on pourrait dire des fast thinkers, des penseurs accélérés qui pensent plus vite que leur ombre, et qui pensent précisément? Alors on peut se demander pourquoi sont-ils capables de répondre à ces conditions tout à fait particulières. Pourquoi arrive-t-il à penser là où personne ne pense plus, parce que, semble-t-il, la réponse, parce qu'ils pensent par idée reçue. C'est-à-dire, c'est l'expression de Flaubert sur laquelle on ne réfléchit pas. Dictionnaire des idées reçues, ça veut dire des idées reçues par tout le monde, mais ça veut dire aussi des idées qui, quand vous les recevez, sont déjà reçues. Donc le problème de la réception ne se pose pas. Le problème de la communication, que ce soit la communication d'un livre, d'un message télévisuel, etc., le problème de la communication majeur, c'est est-ce que les conditions de réception sont remplies? Est-ce que celui qui écoute a le code pour décoder ce que je suis en train de dire, etc. Bon, quand vous envoyez une idée reçue, c'est comme si c'était fait. Le travail est résolu. Vous envoyez alors les lieux communs qui jouent un rôle énorme dans la conversation quotidienne ont cette vertu, c'est que tout le monde peut les recevoir. Donc la pensée, tout court, la pensée est par définition subversive. Bon, ça, elle doit commencer par démonter des idées reçues et ensuite elle doit démontrer. Bon, et quand Descartes parle de démonstration, il parle de longues chaînes de raisons. C'est-à-dire ça prend du temps. Il faut enfiler une série de propositions enchaînées par des donc en conséquence. Cela dit est entendu que, etc. Bon, ce déploiement de la pensée pensante est intrinsèquement lié au temps. Alors, il faudrait passer au débat, parce qu'on peut dire, mais il y a tout de même à la télévision place pour des débats. Alors là, je vais aller vite, parce que je pense que la démonstration est plus facile à faire. Il y a d'abord les faux débats, les vrais faux débats. Ceux qu'on reconnaît tout de suite quand vous voyez à la télévision Alain Minc et Attali, quand vous voyez Alain Minc et Sormand, quand vous voyez Julliard et Imbert, etc. Bon, il y a un monde clos d'interconnaissance, d'intercommunication, qui est dans une logique d'auto-renforcement permanent. Bon, ce sont des gens qui se voient entre eux, qui se confirment, qui s'opposent, mais de manière tellement convenue. Alors, il y a des débats apparemment vrais. Et au premier niveau, le rôle du présentateur. Alors ça, c'est ce qui frappe toujours les spectateurs. Les spectateurs voient bien que le présentateur fait des interventions contraignantes. Bon, c'est lui qui impose le sujet, qui impose la problématique, il impose les questions précises, au nom du respect de la règle du jeu.
alors évidemment, le respect de la règle du jeu est à géométrie variable. Ça serait facile à démontrer. La règle n'est pas la même quand il s'agit d'un syndicaliste, quand il s'agit de M. Perfit, membre de l'Académie française, etc. Bon, il distribue la parole. Il distribue les signes d'importance, ce qui est, alors là, extrêmement important. C'est un travail qu'ont fait certains sociologues. Ils ont essayé de dégager l'implicite de la communication, l'implicite non verbal de la communication verbale. C'est-à-dire que nous disons autant par les regards, par les silences, par les gestes, par les mimiques, les mouvements des yeux, etc., que par la parole elle-même, et aussi par l'intonation, par toutes sortes de choses bon. Or, ce qui est important, c'est ce qui devrait décourager les fanatiques des miroirs de Narcisse, c'est devrait les décourager d'y aller. En fait, on livre énormément plus qu'on ne peut contrôler. C'est impossible. Il y a tellement de niveaux dans l'émission, ne serait-ce que du langage. Enfin, si on contrôle le niveau phonologique, on n'y contrôle pas le niveau syntaxique. Enfin bref, il y a tellement de choses à contrôler. Et si en plus on ajoute le geste, etc., il y a tellement de choses à contrôler que personne, même le plus maître de lui-même, à moins de jouer un rôle ou de faire la langue de bois, ça c'est une des fonctions de la langue de bois, jouer un rôle finalement, personne ne peut tout contrôler. Bon. Alors, le présentateur lui-même intervient par le langage conscient, sa manière de poser des questions, par exemple son ton. Il dira aux uns veuillez répondre, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu à la question, sur un ton cassant, mais j'attends votre réponse, est-ce que vous allez reprendre la grève, etc. Bon. Et aux autres il dira mais sur un ton respectueux. Bon. Alors j'ai vu un exemple qui était très, très significatif, c'est le merci. J'ai comparé, ça peut se faire avec des exemples. Il y a une manière de dire merci qui consiste précisément à remercier. C'est merci, ça veut dire ça va, terminé, passons au suivant. Ou on dit vraiment merci, je vous remercie, on accorde de l'importance à votre parole, enfin on accueille la parole. Bon, alors ça se manifeste infinitésimalement, mais l'interlocuteur encaisse. Il encaisse la sémiologie, enfin la sémantique apparente et la sémantique cachée, il encaisse les deux, et il peut perdre ses moyens, comme on dit. Donc, le présentateur distribue les temps de parole, il distribue le ton de parole, respectueux ou dédaigneux, attentionné ou impatient. Il fait, bon, par exemple, il y a une façon de faire ouais, qui veut dire, allez, c'est pas encore fini, enfin, bon, qui consiste à faire sentir à l'interlocuteur. Par exemple, dans les entretiens, nous savons ça très bien, il y a une manière, c'est très très important de renvoyer aux gens des signes d'acquiescement, des signes d'intérêt. Sinon les gens se découragent, peu à peu la parole tombe. Enfin, nous attendons même des toutes petites choses, du type oui, des hochements de tête, des petits signes d'intelligence, comme on dit. Bon. Ces choses-là, le présentateur les manipule consciemment et inconsciemment. C'est encore son inconscient très souvent qui intervient plus que son conscient, et par exemple son respect des grandeurs, qui sont souvent des fausses grandeurs. Bon, dans le cas particulier, un autodidacte un peu frotté de culture va admirer les fausses grandeurs, les académiciens. Donc il va manipuler encore l'ordre de parole, il va surtout manipuler l'urgence. Et là, on retrouve l'éternel problème. Il se sert du temps, et de l'urgence du temps, de l'horloge, de la clepsydre, comme disait Platon, pour couper, pour ne pas laisser parler, pour interrompre. Et alors là, il a un recours, comme tous les présentateurs, il se fait le porte-parole du public. Et il dit je vous interromps, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bon, alors, il ne laisse pas entendre qu'il est idiot, ça peut arriver. Il laisse entendre que le téléspectateur de base, qui par définition est idiot, ne comprendra pas. Et que donc il se fait le porte-parole des imbéciles pour interrompre un discours intelligent. Bon, alors que, bon, ça je l'ai observé, les gens supposés demander ce rôle sont les plus énervés par les coupures. Hein, bon. Un journaliste me disait récemment que la crise de la quarantaine qui était connue chez les journalistes il fallait arriver jusqu'à 40 ans pour découvrir que ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Hein. Et les journalistes faisaient une espèce de désenchantement qui coïncidait avec la quarantaine. Ça devient une crise de la trentaine. C'est-à-dire les gens découvrent de plus en plus vite les nécessités terribles du métier, et en particulier toutes les contraintes terribles associées à l'audimat, etc. etc. Bon. Donc, pour une seconde, donc maintenant, pour comprendre, une chose importante, c'est que j'ai pu laisser entendre tout au long de mon exposé que j'ai pu laisser croire que j'imputais aux responsabilités individuelles
des présentateurs, des communicateurs, etc. Les phénomènes que je décris, en fait, pour comprendre vraiment, il faut passer au niveau des mécanismes globaux, au niveau des structures. Et Platon disait que nous étions les marionnettes de la divinité. Et en fait, il y a, le monde de la télévision est vraiment un univers où on a l'impression que les agents sociaux, tout en ayant toutes les apparences de l'importance, de la liberté, de l'autonomie, tout en étant entourés d'une aura extraordinaire. Enfin, les journaux de télévision chantent les louanges de ces gens. Bon, ces gens-là sont très peu de choses. Enfin, sont des marionnettes d'une nécessité qu'il faut décrire, d'une structure dont il faut décrire les mécanismes.